Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe, 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 attention, Philippe, vous le faire rappeler. Allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. T'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui après la présentation des parcours du Tour de France Hommes et du Tour de France Femmes 2024 qui ont été dévoilés ce mercredi à Paris, des parcours qui passent pas mal par l'étranger, forcément, Jeux Olympiques oblige en cette année 2024 avec le départ du Tour Hommes qui sera donné d'Italie, celui du Tour de France Femmes sera donné des Pays-Bas et on aura plusieurs très belles arrivées, notamment le Tour de France Femmes arrivera à l'Alpe d'Huez et le Tour de France Hommes, lui, de son côté, finira à Nice, une des grandes innovations de ce Tour de France. On va donc, dans ce podcast, revenir sur ce parcours, essayer de l'analyser, regarder ce qu'il peut donner en termes de course aux coureurs, même si, bien évidemment, on le sait tous, les coureurs font la course. Et on va voir ça avec nos deux consultants du jour. Geoffrey pour commencer. Salut Geoffrey. Salut Mathieu, salut à tous. Et on est aussi avec Louis qui est ravi du départ d'étape de Remiremont sur le Tour de France Femmes. Salut Louis. Salut Mathieu, en effet, ma ville de naissance est à l'honneur, une ville que j'imagine beaucoup de gens ont découvert en même temps que le parcours de ce Tour de France Femmes. Ah, et les suiveurs assidus de Steve Chenel devaient au moins la connaître. Ah, et puis de Julien Absalon surtout. Et de Pauline Ferrand-Prévot. Aussi, ouais, tout à fait. Pauline Ferrand-Prévot plus par adoption que de naissance. Bon voilà, on va voir donc les parcours du Tour Homme, du Tour Femme dans ce podcast. Attention au départ, à Chasse Patate, c'est parti. Déjà comme ça, globalement, on va commencer par le Tour de France Homme. Globalement, qu'est-ce que vous pensez de ce parcours qui partira donc d'Italie, départ de Florence, avec 3 étapes et demie, entre guillemets, en Italie, puis avant d'arriver en France, qu'est-ce que vous en pensez de ce parcours du Tour de France 2024 ? Moyen, mais ça passe. Moyen plus, on va dire ? Ouais, c'est ça, il y a de quoi faire. La haute montagne est un peu stéréotypée, mais pas au même niveau que ce que ça a pu être ces dernières années. On peut regretter peut-être la volonté absolue d'avoir un suspense énorme sur la fin. Ça risque peut-être d'être un peu chiant les derniers jours si jamais le maillot jaune a 4 minutes d'avance avant d'attaquer la dernière semaine. Ouais, faudrait pas que Vingegaard mette 3 minutes sur le chrono en fin de première semaine. Bah, c'est ça quoi, s'il prend 2 minutes sur le chrono, qu'il éclate et qu'il y a le même coureur qui éclate tout au plat d'Adé et au plateau de Bay, derrière c'est fini. Ouais. Mais il y a quand même de quoi avoir des étapes intéressantes, il y a des tracés généraux d'étapes de montagne qui, même si ça arrive au sommet, proposent des choses différentes de ces dernières années. On pourrait revenir quand on reviendra là-dessus. Il y a aussi des étapes qui seront intéressantes pour les baroudeurs ou pour les punchers, où il pourrait y avoir des choses qui seront faites. Il y a le grand départ en Italie il y a 2 premières étapes qui donnent énormément envie. Il y a différents types de choses qui sont proposées en plaine, donc il y a vraiment de quoi faire. Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses ? Écoute, à chaud, moi j'aime plutôt. Enfin, je suis plutôt enthousiaste par rapport à ce qu'on nous a dévoilé. Je trouve que c'est un point de vue général. Je trouve que c'est assez bien équilibré. On a un petit peu de tout. On a le retour d'une étape de montagne de 200 km. Alléluia. L'étape du plateau de Bay avec le départ de Loudanvielle et avec le col de Peyresourde en départ. Surtout, ça c'est quelque chose qui avait été pas mal reproché sur le dernier Tour de France. Les départs de plaine avec 60 km de plat pour lancer des étapes de montagne. C'est marrant des fois, mais ouais, c'est vrai. Après, voilà, c'est bien aussi d'alterner avec des départs en col comme ça. Donc non, après, d'un point de vue général, plutôt enthousiaste. C'est vrai que par rapport à la longueur des étapes de montagne, on aura l'occasion d'y revenir, mais j'avais regardé un petit peu, l'étape du plateau de Bay en haute montagne, ça sera la plus longue depuis l'étape de Valloire 2019. Donc ça veut dire qu'on a enchaîné 4 Tours de France avec aucune étape qui a voisiné ne serait-ce que les 200 km. Donc on retrouve ça un petit peu. Alors... Après aussi, j'avais une autre question que du coup, comme j'ai pu aller sur place et poser quelques questions, je l'ai posée à Thierry Gouvenou. Je lui ai demandé ce parcours, c'est quoi un peu les lignes directrices, comment est-ce qu'il décrira ce parcours ? Écoutez,
Alors les mots, j'ai envie de dire, c'était un peu d'innovation. Hein. C'est vrai qu'on avait une belle opportunité de faire des choses différentes du fait qu'on n'arrive pas à Paris et qu'on arrive à Nice. Et c'était une façon de pouvoir mettre en avant les Alpes du Sud. Et je crois que voilà, avec l'étape d'Isola 2000, avec l'étape de la Couillole, on va montrer au monde du cyclisme que les Alpes du Sud sont dures. Et ça, c'était une vraie opportunité qu'on n'aurait pas eu si on n'était pas arrivé à Nice. Louis Geoffrey, est-ce que vous rejoignez Thierry Gouvenou sur le côté innovation, c'est un peu le maître mot de ce Tour de France 2024 ? Non. Non, parce que, alors, oui, pour un peu les routes qui sont prises, parce qu'on n'a pas l'habitude, mais j'appellerais pas le faire d'innovation, de faire des étapes typiques de ce qui était proposé ces dernières années, juste parce que c'est un endroit où le Tour de France ne passait pas nécessairement. Il y a peut-être un peu d'innovation dans l'étape de la Couillole, parce qu'il n'y a pas vraiment de vallée et on commence à plat tout de suite, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir une étape comme ça quand il y a eu le Grand Départ à Nice en 2020? S'il y avait eu un truc comme ça d'entrée, ça aurait pu être bien. Là, enfin, je vois une étape de montagne où il y a 4 cols. Le plus difficile, c'est le dernier. Arrivé en altitude. Le tout fait 130 km. Ouais, c'est pas spécialement d'innovation. Louis, de ton côté, est-ce que tu... un peu de l'avis de Geoffrey à dire que bon, l'innovation c'est un peu survendu ou quand même il y a de quoi voir de l'innovation dans ce Tour de France ? Après, c'est compliqué de faire de l'innovation hein, quand même. Enfin, il y a des choses qu'on n'était pas habitué. Je pense par exemple le fait d'aller toucher du 2000 mètres d'altitude dès la 4e étape au Galibier et à Sestrières. Ça, pour le coup, le Galibier dès la 4e étape, ça m'a beaucoup fait rire quand j'ai entendu Christian Prudhomme dire « Jamais le Tour de France n'est allé aussi haut ». Bon. Je pense que ça, pour le coup, c'est vrai. C'est quelque chose de nouveau. Non, c'est sûr. Mais d'ailleurs, ça mérite d'être vu. Mais, après, c'est plus facile quand tu commences d'Italie que si tu fais un Grand-Bretagne en Vendée ou dans le Haut-de-France. Non, c'est sûr. Mais c'était vraiment juste l'argument qui était tellement attendu par tout ce qu'on entend de Christian Prudhomme. J'étais là, c'est bon, la carte de bingo, elle est cochée. Non, puis après, il y a quand même l'histoire des chemins blancs là, sur l'étape de Troyes, où de mémoire, moi, j'ai jamais vu ça sur le Tour de France. C'est quelque chose qui se développe dans le cyclisme moderne, on voit notamment avec le Paris-Tour. Et il y avait une étape également sur le Tour de France Femmes il y a 2 ans. Donc là, pour la première fois pour les hommes sur le Tour, ça reste une nouveauté. Innovation, c'est un terme quand même qui est où on extrapole un peu. Nouveauté, c'est voilà, on peut pas non plus le cacher. Bon, voilà, faut quand même rappeler ça, et puis aussi voilà, avec l'étape des chemins blancs, du coup l'étape autour de Troyes, le dimanche 7 juillet, la 9e étape, qui emprunte justement 2 secteurs qui avaient été utilisés sur l'étape des chemins blancs de Bar-sur-Aube sur le Tour de France Femmes en 2022. Donc c'est pas complètement dans l'inconnu. Puis aussi le fait de finir par un contre-la-montre, on pourrait y revenir, mais ça aussi, ça place un peu une innovation, parce que il fallait remonter quand même à 1989 pour voir le Tour de France se terminer par un contre-la-montre. Après, pour terminer ce panorama d'ensemble de ce Tour de France, quelle étape, si vous deviez en retirer une, allez, peut-être 2 si je suis gentil, quelle étape vous plaît le plus ? J'ai pas envie de dire 3, parce qu'il faudrait vraiment détailler tous les petits points de parcours un petit peu partout là-dessus, même si forcément on en est curieux. Dis-toi que l'année dernière, je crois qu'on avait cité Belleville en Beaujolais comme étape numéro 1, limite. Ouais, non, mais je t'avoue, je suis pas loin de dire l'étape de Barcelonnette, donc... Étape de Barcelonnette, ouais, alors pour l'instant, on n'a pas énormément d'infos par rapport à ça, mais ça peut être une étape assez ouverte, ouais. L'étape du plateau de Baye, pas du tout pour l'étape, mais comme Louis l'a dit, le départ en col dans Peyrossourde, qui donne envie, entre un beau bazar qu'il peut y avoir dans le début d'étape et ensuite ça va ressortir dans montée. On peut le dire cette fois. Et en vrai, je suis aussi curieux du Galibier, ouais, après 4 jours, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Parce que, enfin, il y en a plusieurs qui râlaient sur le fait que, il y a de la montagne, mais on la galvaude un peu au début. Ça monte pas fort, mais ça monte quand même pendant 50 bornes vers Sestrières. Donc ça va commencer à user les jambes. Et l'enchaînement, ça va être quelque chose de très usant vers le Galibier. Et je suis curieux de voir ça tôt dans la journée, ce que ça va mettre. Ça va être très fatigant. Alors après, je note que t'as pas voulu parler de l'étape de 3, mais tu as cité quand même 3 étapes. Il n'y a pas une étape coup de cœur là directement dessus. En fait.
Et pour certaines étapes de plaine, on n'a pas encore tous les détails. Il faut attendre les différents arrêtés préfectoraux qui seront pris dans les prochains mois pour pouvoir répondre parfaitement. Mais je pense que ça reste quand même l'étape de Barcelonnette qui me tente le plus pour le moment. Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu retiendrais si tu as à choisir une étape en particulier? D'un point de vue viticole, le contre-la-montre me semble pas trop mal. Je pense qu'il y aura des bonnes côtes à descendre. Mais Il y aura au moins une cote à descendre sur le parcours, hein. ouais, non, mais plus sérieusement, je suis quand même content de retrouver la cime de la Bonnette sur la 19e étape là, qui arrive à Isola 2000. Alors, le problème de cette étape, c'est qu'elle est placée avant l'étape de la Couillole et en l'avant-dernier jour. Et après, il y aura le contre-la-montre de Monaco 10. Donc, peut-être qu'au niveau du spectacle, on pourrait être déçu de cette étape. Mais je suis hypé de retrouver les 2800 mètres d'altitude de la cime de la Bonnette avant l'arrivée à Isola 2000. Ça pourrait être une belle étape, mais ça va dépendre du scénario de course et de la situation au classement général. Peut-être que ça va être méga fermé, qu'on va s'ennuyer à mourir. Mais je sais pas, la cime de la Bonnette, c'est un lieu que j'ai. Bah, perso, je suis le vélo depuis 2010, donc la cime de la Bonnette au Tour de France, je ne l'ai encore jamais vue. Donc c'est hypé par ça. Mais c'est purement perso, quoi. Ouais, pour ceux qui l'ont vu, c'est un peu surfait, hein. Parce que le dernier passage, c'était 2008, avec Ouais. l'arrivée à Josias. Alors là, pour le coup, on passait par l'autre versant, et c'était John Lee Augustine qui était passé en tête au sommet, le Sud-Africain de la Barlow World. Et qui est tombé après, il y a son vélo qui a descendu. En vrai, cette Et- étape-là, ça aurait tellement été bien si on arrivait à Oron plutôt qu'à Isola 2000. Hmm. En bas de oui. la descente, tout de suite, on remontait un peu, on avait une montée pas trop longue derrière, ce qui fait qu'on pouvait vraiment avoir une grosse course d'usure. Ouais, ça aurait mis plus en valeur la Bonnette, tu penses? Ah oui, carrément. Ouais, parce que Là, là, on a même si la transition, elle va être rapide parce qu'elle est en faux plat descendant, mais de Saint quelque chose de Tinée-sur-Tinée, c'est quoi, c'est Saint-Étienne de ce côté-là? ouais, entre Saint-Étienne Saint-Étienne de Tinée et le pied de et la montée Isola, il y d'Isola a 2000. 15 bornes. Voilà. Donc ça fait un petit chemin. C'est vrai que bon, c'est quelque chose qu'il n'y aura pas sur la 20e étape. Pour le coup, il y aura quasiment pas de vallée. Mais oui, la montée d'Oron aurait permis d'avoir moins de vallées entre la cime de la Bonnette et la montée finale. Après, ce qui est intéressant sur cette étape, c'est qu'ok, elle fait 145 km, c'est très court, mais le fait de passer par un col comme la cime de la Bonnette où tu vas très très haut en altitude, donc forcément il y a un effet par rapport à l'oxygène, c'est un col qui va user les organismes et c'est ce qui va peut-être nous permettre d'avoir une énorme défaillance d'un coureur dans Isola 2000, de quelqu'un qui n'aura pas récupéré de l'effort précédent dans la cime de la Bonnette, ou peut-être qu'au sommet de la cime de la Bonnette, tous les favoris du général à ce moment-là seront ensemble, mais peut-être que derrière, tu auras une défaillance dans l'ascension d'Isola 2000, qui est peut-être pas foncièrement si difficile que ça, mais le col précédent aura usé les organismes, et même si l'étape est assez courte. Oui, forcément, le passage à 2000 mètres d'altitude va être important à prendre en compte. Il faudra voir certains organismes qui peuvent réagir plus Mm. ou moins bien à des hautes altitudes comme ça. Alors évidemment, ça veut pas dire qu'à 1999 tout va bien et à 2001 tout va mal. La barre est quand même beaucoup Ouais, moins mais stricte que ça, mais ça 2800, joue. c'est haut quand même, hein. Ouais, oui, ce oui, ça, c'est que, sûr. ce qui aurait pu être une alternative, en revanche, là-dedans, ça aurait été, enfin, pour Isola 2000, c'est de ne pas avoir quatre arrivées en altitude sur des montées qui font plus d'une demi-heure, quoi. Enfin, une demi-heure pour, enfin, ouais, certaines vont même être plus proches des trois quarts d'heure que les demi-heures, mais ça fait très répétitif. On a 4 arrivées au sommet, en effet, hein, le Saint-Lary-Soulan, Pladadé, on a le plateau de Beille, puis on finit par Isola 2000 et le col de la Couillole. Tu trouves que sur cet aspect-là, la montagne est un peu trop répétitive? Bah, les quatre grosses étapes de montagne, ça finit par une montée qui fait en gros 15 km entre 7 et 8%. Le plat d'Adé est un peu plus court, mais compense par une pente moyenne qui est un peu plus élevée. Mais enfin, voilà, quoi, c'est des choses qui sont très similaires. Alors heureusement, leurs approches sont différentes, mais il y avait de quoi varier un peu plus. Et quitte à varier, c'est cette étape comment dire, de l'antépénultième étape qui permettait d'avoir un truc un peu différent, je pense, avec une arrivée potentielle ailleurs qu'Isola 2000. Après, au final, du coup, ça fait quand même, si on compte, on a donc ces 4 arrivées au sommet, on rajoute l'étape de Valloire qui passe par le col du Galibier, qui est quand même la 4e étape, ça arrive très tôt. Ça fait
5 étapes de haute montagne sur le Tour de France. Alors j'ai regardé ces dernières années, généralement on en avait 1, 2, 3 de plus. Est-ce que là, avoir un petit peu moins d'étapes de montagne en termes de quantité, ça peut être une bonne chose? Tout à fait. Dans quelle mesure? Bah, dans la mesure où je pourrais pour sortir des morceaux de tous les podcasts de présentation des précédents tours, où je te dis, mais dans le Tour de France, systématiquement, les favoris, ça bouge dans 4-5 étapes de montagne maximum, et au Tour, ça bouge pas. Donc on peut limiter la montagne à 4 ou 5 étapes de montagne. Et voilà. Bon, à côté, il y a quand même des étapes Oui, on a quand même des bien étapes un peu difficiles, de... hein. on a des étapes de moyenne montagne, comme... Le Lioran, Super d'Evoluy, c'est quand même de la montagne, c'est de la très belle moyenne montagne. On peut limite rajouter à la première étape de Rimini, qui passe quand même par plusieurs ascensions de 2e catégorie. Ouais, mais peut-être pas vraiment non plus par Oui. rapport au profil général. Mhm. Mais on a vraiment des choses qui sont intéressantes, qui sont beaucoup plus condensées. On a de l'altitude qui est mise en avant. On a la spéciale ASO avec la première des Pyrénées où on a une moitié d'étape où il n'y a que de la vallée pour ensuite attaquer les cols. Mais on a aussi l'étape de Loudanvielle où on a un col difficile au début, un autre pour ressortir un petit peu plus loin. Et ça tranche avec une vallée que je trouve pas idiote à cet endroit-là, parce que passer le corps de l'accord plutôt qu'aller à Saint-Girons, ça aurait pas changé grand-chose. Si ce n'est qu'un col en plus. Ouais, mais pas nécessairement utile sportivement sur l'ensemble. Il y a déjà assez de dénivelé dans une étape où, en plus, les coureurs vont être bien HS au début. Pour moi, remettre un col au milieu, c'est être sûr que tous les lâchers dans Peyresourde ou dans Manté, ils bâchent tout de suite et ils essaient même pas de rentrer dans les délais parce qu'ils savent qu'ils n'y arrivent pas. Oui. C'est sûr qu'en tout cas, cette étape du plateau de Baye, ça a été annoncé comme l'étape qui a le plus grand dénivelé positif. Alors c'est aidé aussi parce que c'est la seule étape vraiment très longue de montagne, mais on est à 4850 mètres de dénivelé positif. Ouais, le nombre a l'air un peu surcoté, hein. Ça doit être fait récupérer par un calculateur automatique ou quelque chose comme ça, je pense. Peut-être plus autour des 4005, mais ce qui est quand même un très très gros morceau. Oui, c'est quand même costaud. Puis on a l'étape d'Isola, où on a 3 cols à 2000 mètres d'altitude, dont la Bonnette qui est à 2008, qui va très 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 haut. On ne doit pas être souvent en dessous des 1000 mètres d'altitude cette journée-là. La dernière étape, qui est bien dans l'idée montagne russe, où ça monte, ça descend sans arrêt. Maintenant, le problème, c'est peut-être le placement à cet endroit-là. Après, on a des chronos qui sont aussi bien accidentés. Faudra attendre d'avoir un peu plus de détails sur celui de Bourgogne. Le dernier, peut-être un peu trop typé aussi grimpeur. Ça aurait été intéressant d'avoir une différence de style par rapport à la montagne toute proche, même si, bon, entre Monaco et Nice, ça se comprend de passer par l'arrière-pays plutôt que par le littoral. Non, il y a de quoi être curieux de ce qui va se passer. Louis, est-ce que, comme Geoffrey, t'es partisan du moins égale mieux en termes de nombre d'étapes de montagne? Ouais, le 6 mort, comme on dit, c'est. Ouais, non, je suis plutôt content là-dessus. Je rejoins en fait l'avis de Geoffrey, hein, là, on a un bon équilibre de montagne. Alors oui, il y a l'enchaînement des 2 dernières étapes de montagne. On risque d'avoir au moins une déception, en sachant qu'il y a le chrono encore derrière. Après, j'ajouterais aussi dans les étapes, on va dire costaud, physique, montagne, celle de Super Dévolu, la 17e, avec le col du Noyer dans le final, juste après celui de Bayard. On risque d'avoir du sport aussi sur cette étape-là qui interviendra après l'étape de Nîmes, qui risque d'être bien plate, bien calme, et avant celle de Barcelonnette, plutôt promise aux baroudeurs qu'aux grimpeurs. Donc on peut avoir un peu de spectacle aussi sur cette 17e étape, alors qu'à première vue, c'est pas celle qui pourrait nous hyper, mais voilà, je mets un petit plus là-dessus. Mais non, non, après sur de la haute montagne, voilà, on a le retour d'une étape à 200 km, comme on l'a pu le dire dans le début de ce podcast. Ouais, puis alors du coup, est-ce que peut-être le fait d'avoir notamment cette fin de tour avec ces 3 dernières étapes, Isola 2000, le col de la Couillole, puis le chrono entre Monaco et Nice, ça peut pas faire presque trop dense, trop difficile pour une fin de tour? C'est le risque. Après, ça va être compliqué. Alors, de toute façon, ça va dépendre du scénario de course. On le sait tous.
Si les premiers sont trop rapprochés au général, ils n'oseront pas forcément s'attaquer par peur de tout perdre. S'il y en a un qui a 1 minute 30, il va pouvoir tenter une offensive pour retourner la course. Enfin, c'est compliqué à dire. Après, voilà, ça va dépendre de ce qui se sera passé avant. Mais comme il y aura pas eu tant de montagnes que ça, on peut se dire que le final peut être en feu d'artifice. C'est l'avantage à l'avoir mis moins avant, ou en tout cas plus tôt par rapport au placement du Galibier sur la 4e étape. C'est que tu as un peu plus de temps pour affiner ta stratégie et derrière tout envoyer sur les 3 derniers jours, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est que dès le premier jour, Rimini, tu as quand même une étape difficile. Le Galibier en 4e étape, avec une étape très très costaud. Et tu as le final où tu es obligé de répondre présent sur les 3 dernières étapes. Si t'es pas là sur les 3 dernières étapes, bah, tu vas tout perdre, quoi. Geoffrey, qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette fin de tour et le regard qu'on peut y porter par rapport à l'ensemble du parcours? Bon, la fin de tour, elle n'est pas spécialement à comparer avec l'ensemble du parcours, elle est plus dans la volonté absolue de la paire Prudhomme-Gouvenou qui veut un final épique si jamais c'est hyper serré. Et clairement, là, ce final, il est ultra dépendant de ça. Mais il y a de quoi déjà faire la différence avant. Si le favori a 4 minutes d'avance, enfin si le maillot jaune, pardon, a 4 minutes d'avance avant la dernière semaine, bah ouais, on aura des steps qui seront sympas, la bataille finale pour le maillot à poids, tout ça. Sinon, effectivement, ça peut être un très gros match. Mais on a ce potentiel de situation tuée à n'importe quel moment avant la fin aussi, ce qui est à double tranchant quand on joue sur le suspense. Parce que si c'est très serré entre deux coureurs et qu'il y en a un qui se prend un tir dans la bonnette et après vers Isola, bon, bah, l'étape de Couillol, elle a l'air aussi sympa qu'elle soit, ça servira juste au baroudeur. Ou si c'est à ce moment-là vers la Couillol, puisque ça avait encore tenu avant, bah, le chrono derrière, il sert pas spécialement à grand-chose. Et si c'est très serré, on peut pas non plus mettre de côté la crainte que les coureurs se regardent parce qu'ils se disent qu'ils sont plus forts que l'autre sur le dernier chrono et que tout va se jouer là et qu'il y en a un qui va se prendre une craquante face à l'autre, ce qui est arrivé dans des chronos difficiles de dernières semaines, plusieurs fois ces dernières années. Tout à fait. Hein. Primoz Roglic en sait quelque chose. Ben, même Pogacar, hein, qui ne s'attendait pas à perdre autant de temps sur Jonas Vingegaard l'année dernière. Ah oui, c'est sûr. Par rapport à tout ça aussi, parmi les réactions que j'ai pu récupérer sur place au Palais des Congrès à Paris, j'ai notamment Vincent Lavenu qui disait ceci. Les 2 dernières étapes des Alpes du Sud vont être déterminantes pour le classement, donc tout risque de se jouer dans le final. Oui. Ce que dit Vincent Lavenu, tout risque de se jouer dans le final, ça rejoint ce que vous pensez, ou c'est vraiment presque pendant 2 semaines, ça risque peut-être presque d'être accessoire. Ah, le tour est encore long. Ça, qu'est-ce qu'on va l'entendre avec un final aussi difficile, hein. Maintenant, je sais pas, il parle peut-être pour ses coureurs à lui, où ça va jouer une place d'honneur et où ça va être hyper tendu, parce que quand tu es quelque part entre la 6e et la 15e place, effectivement, quoi, tu te prends un tir et t'exploses dans le dernier week-end et tu te manges un quart d'heure dans la tronche d'un seul coup, ton tour peut être plié. Alors qu'à l'inverse, si tu t'accroches et que tu t'en sors bien, par une échappée bien ciblée, tu peux prendre 5 minutes et regagner 3-4 places d'un seul coup. Maintenant, pour la victoire finale, avec les 2 monstres qu'on a au-dessus, je pense pas que ça va être une situation à la 2019 non plus, où on était encore vraiment dans un gros flou avec beaucoup de coureurs et beaucoup d'équipes qui étaient en mesure d'aller sur le podium. Oui, c'est sûr que si Pogacar, Vingegaard, déjà sont là tous les deux, et qui sont au même niveau que ces deux dernières années. Et si tu rajoutes un Remco Evenepoel en forme... Voire un Primoz Roglic, bref... ça peut donner quelque chose de sympa. Louis, par rapport à ça aussi, qu'est-ce qui peut se passer justement avant ces 2-3 dernières étapes de ce Tour de France, hein, avec notamment l'étape de Valloire, le chrono du côté de Dijon, les 2 étapes dans les Pyrénées? Il peut se passer énormément de choses. C'est très bête comme réponse, mais c'est le cas. Et en fait, là, je viens de repenser à quelque chose. Ce final de Tour de France me rappelle un peu celui du Tour de France 2011, où on finissait par l'arrivée au Galibier, le lendemain l'arrivée à l'Alpe d'Huez, et le lendemain un chrono décisif où Cadel Evans a repris le maillot jaune à Schleck.
Ce final de Tour de France 2011 me rappelle celui-là qu'on vient de nous dévoiler. Alors, je sais pas, il y aura pas un Vauclair qui va porter le maillot jaune pendant 10 jours, je ne dis pas ça. Mais je me dis que ça peut peut-être ouvrir la porte à d'autres concurrents, à des mecs qui sont pas forcément aussi forts que les deux, trois grands favoris, mais qui pourraient se retrouver par la force des choses dans la bagarre parce qu'ils n'ont jamais été euh, distancés assez tôt dans la course ou parce que la course n'aura pas été tuée avant, comme ça a été le cas cette année avec Vingegaard, qui écrase tout le monde au bout de 15 jours de course et avec une fin de tour assez chiante. Là, je me dis qu'il y aura peut-être des écarts un peu plus serrés avant le dernier week-end. Après, voilà, c'est la course qui va décider. Sur 3 semaines de course, on peut perdre le Tour de France sur chaque étape, donc c'est compliqué de prévoir à l'avance. Mais en tout cas, dans cette typologie de parcours, je trouve je prenais l'exemple de 2011, mais ça se trouve, on peut comparer avec d'autres parcours. C'est le premier exemple qui m'est venu en tête, mais ça laisse peut-être des ouvertures qu'il n'y avait pas forcément cette année où le tour a été bouclé en 15 jours. Après, pour finir sur la haute montagne, le fait d'avoir la montagne qui arrive dès la 4e étape et on a de la montagne qui va durer jusqu'à la 20e, et on rajoute la 21e, le chrono final, est-ce que le fait de devoir être prêt dès la 4e étape jusqu'au 21e jour, ça peut changer quelque chose dans la préparation un peu des coureurs, des leaders dans l'approche de la course aussi? Ils devront même être prêts un petit peu avant, parce qu'il ne faudra pas se faire surprendre dans la montée de San Luca autour de Bologne, où un puncher peut vraiment faire mal là-dedans. Maintenant, sur la préparation, après, pour les grands favoris du classement général, ceux qui sont pas bien à Valoir, enfin l'étape de Valoir va surtout permettre de mettre de côté un bon paquet de coureurs, ce qui va changer la gestion du placement après, parce qu'un coureur qui est pas bien pourra perdre un quart d'heure et le tour sur cette étape-là. Je pense pas que les favoris vont déjà être en train de se flinguer dans tous les sens et qu'il y aura de grosses surprises là-dessus dans l'étape de Valoir. Et elle ne fait, entre guillemets, que 140 km. Donc, même si on a beaucoup de montées, c'est pas là que quelqu'un qui est censé réellement jouer le tour va se retrouver être mis de côté. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, l'étape de Valoir, la 4e étape, elle serait juste là, entre guillemets, pour éliminer les coureurs qui ne seront pas en mesure de jouer le général. Ça, elle donnera une information là-dessus, et en ça, elle est primordiale, parce que ça va changer radicalement la gestion du tour pour beaucoup d'équipes. Certaines équipes pouvaient être dans une situation en se disant, on a un coureur peut-être qui va aller viser top 10, peut-être qu'il va aller viser top 15, et il se sera mangé une demi-heure dans la tronche vers Valoir parce qu'il sera dans le groupe Eto parce qu'il était pas bien. Bon, bah, cette équipe-là, elle visera plus le général, et ça fait partie des équipes qui pourront mettre des mecs devant dans l'échappée. Et en ça, ça va changer la physionomie de beaucoup d'étapes qui vont suivre ensuite. Et je pense notamment aux étapes de plaine où on pourrait voir beaucoup plus d'équipes à l'avant. Parce que beaucoup ne seront plus en mode protection du leader, parce que peut-être qu'on ne sait jamais, il va faire top 15 ou il va faire top 10, et on prend aucun risque par rapport à ça. Et je pense aussi à ce placement dans l'étape des chemins de ville, là, des routes de gravier autour de Troyes, où on aura probablement moins de tension que dans les étapes des pavés qu'on a dans le nord ces 10-15 dernières années, où il y avait énormément de tension parce que tout le monde défendait encore sa position. Ce qui sera plus nécessairement le cas là ici. Oui, il y aura déjà eu des écarts de créa avant, forcément avec les C'est ça. En tout cas, faut espérer, parce que si on a encore 20 coureurs qui sont dans la même seconde, sachant qu'on aura... Mais en vrai, si tu as 20 coureurs dans la même seconde à valoir, enfin déjà ils y seront pas parce qu'il y a le contre-la-montre à temps, mais on va dire, si tu as 20 coureurs qui se tiennent en 2 à 3 minutes, dans l'eau, tu auras forcément des coureurs que tu n'attendais pas, et il y aura un bon paquet de coureurs qui auraient dû y être et qui n'y seront pas. Et donc, par rapport à ça, ça influera sur le reste de la course, et ça influera sur qu'est-ce qui va se passer dans l'étape de 3, sur qu'est-ce que va donner l'étape du Lioran et qui sera échappé ce jour-là, et qui va essayer de prendre des risques quand on va revenir dans les Pyrénées, et de quelles équipes vont se battre à tout prix pour être placées à l'avant du peloton. Parce que s'il y a beaucoup de coureurs qui ont perdu du temps, des étapes potentiellement à bordure dans la redescente vers les Pyrénées, tout le monde ne va pas nécessairement être aussi vigilant. Donc il pourrait y avoir une impression de détente en tête du peloton, et une équipe qui veut faire mal aurait plus de facilité à surprendre dans ces conditions-là.
Alors après, la question que je vous ai posée, à savoir, est-ce que le fait de devoir être prêt dès le départ, dès les premières étapes, jusqu'aux toutes dernières, ça peut mener à une préparation un petit peu différente. J'ai posé cette question peut-être un petit peu naïvement à Vincent Lavenu. Je vous laisse écouter ce qu'il m'a répondu. Ouais, vous savez, les pics de forme, calculés d'être en forme au début ou à la fin, moi je pense que les coureurs à ce niveau-là sont capables de tenir 3 semaines. Voilà, il y a de grandes expertises qui sont amenées par nos entraîneurs, par nos directeurs sportifs pour aborder le Tour de France. Donc voilà, je pense que c'est pas un problème de savoir si y a des étapes de montagne au début qui sont difficiles. Ce qui est certain, c'est qu'on sait que ça se joue toujours quand même dans la dernière semaine. Donc le coureur doit arriver prêt parce qu'il peut pas se permettre de perdre du temps dès le départ. Mais c'est quand même un sport de longue haleine et il faut rester jusque dans le final. Donc on travaillera pour ça. Justement, Louis, est-ce que tu rejoins Vincent Lavenu sur le fait que pour des coureurs qui visent le classement général, c'est pas un problème de devoir être à quasiment au même niveau tout le long des 3 semaines? Alors, je suis d'accord avec ce qu'a dit Vincent Lavenu, à condition de pas trop en faire en première partie de saison. Moi, d'un avis personnel, c'est le reproche que j'avais fait à Pogačar, par exemple, la saison dernière. Enfin, du coup, cette saison, là, par rapport à sa deuxième place sur le Tour, et dans la comparaison avec Vingegaard, c'est d'en avoir trop fait en première partie de saison. Là, peut-être qu'il faudra arriver avec plus de fraîcheur, alors avec toujours des blocs de saison particuliers, que ce soit les classiques ou genre tout ce qui est Paris-Nice, Tour de Pays Basque, mais que ça soit organisé peut-être de façon que ça soit mieux réparti et pour arriver avec plus de fraîcheur sur le tour. Mais ceci dit, il faudra quand même se faire le bloc de prépa assez classique par le Tour de Suisse ou par le Dauphiné, mais peut-être moins en faire mentalement et physiquement sur la première partie de saison. Voilà, ouais, c'est pour faire court. Non, mais Après, ce qui pourra jouer aussi sur la préparation et la mise en forme, c'est parmi les favoris du classement général, ou ceux qui peuvent être amenés à y être, et je dis favoris dans le sens le plus large, hein, soit victoire, soit place d'honneur, lesquels vont aussi avoir un intérêt pour les Jeux Olympiques. Mm. Un Pogačar peut très bien avoir en tête le titre olympique, parce que la Slovénie, c'est pas le pays qui ramène le plus de médailles aux JO. et qu'il y a le plus de coureurs à emmener au JO non plus. Bon, ils sont pas à plaindre quand même, hein. Ils ont des coureurs qui leur ont ramené un bon paquet de points, ils sont pas dégueulasses. Oui, Là, oui, au niveau du non, bien classement sûr, aussi. non, mais ils ont 4 places, les 4 places. Ah oui, oui, dans ce sens-là, oui, effectivement. Ah non, mais ça, c'est pour le coup, c'est plus les coureurs qui font la sélection que le sélectionneur dans le pays comme la Slovénie. C'est plutôt ça, ouais. Même si ces dernières années, quand même, le contingent slovène, il a quand même quelques noms qui sont pas si mauvais que ça. Il y a de quoi faire. Mais bon, ça Mais dépend. voilà, un Pogačar qui aime aussi les classiques, s'il vise les JO, peut-être qu'il sera sur le tour en chasseur d'étapes et en préparation, et qui viendrait juste pour foutre le bordel ponctuellement, en ayant à moitié carte blanche, tout en aidant un autre coureur qui prendrait le leadership dans l'équipe, et courir un peu comme un Wout van Aert court chez Jumbo, toute proportion gardée sur leur capacité à gérer 3 semaines et le classement général, bien sûr, mais ça me surprendrait pas qu'il fasse ce choix-là. Ça me surprendrait pas non plus qu'il se réoriente complètement course par étape pour aller récupérer le maillot jaune non plus, hein. Tu y crois vraiment en la possibilité d'un Tadej Pogačar qui se dit bon moi j'ai envie d'être champion olympique, le Tour de France, je viens juste pour les étapes? À la possibilité que UAE accepte ce scénario-là sans broncher, j'y crois pas du tout. À la possibilité d'un Pogačar de dire je fais ce que je veux et j'ai envie de m'amuser et j'ai envie d'être champion olympique, ça me surprendrait pas non plus. C'est pas sur ça que je miserais le plus, mais Après, s'il fait du Pogačar, il peut très bien se dire oh bon, moi je suis là, je vais attaquer tout le temps et je vais attaquer jusqu'au JO, hein, donc j'essaie de gagner le Tour et les JO à la fois. Mais de toute façon, si tu regardes une étape comme celle de Rimini ou encore plus celle de Bologne, c'est lequel des favoris qui semble le plus avoir à gagner sur ce type de terrain, c'est clairement Pogačar. Ouais, ça peut être ça peut être des étapes qui lui conviennent plutôt pas trop mal en effet. Surtout que s'il veut passer s'il veut passer le tour en étant plus tranquille, là une chose qui va lui changer, c'est que si à un moment il y a une échappée qui prend du terrain, et dans une étape comme Valois, on ne peut pas mettre de côté l'hypothèse d'une échappée qui termine avec 10 minutes d'avance et un baroudeur qui prend le maillot jaune pendant une bonne partie de la course, il sera plus maillot blanc, la Pogačar. Donc pour la première fois sur le tour, il n'aura pas nécessairement à scoltiner le podium protocolaire tous les jours. C'est vrai, ça peut être un avantage.
Et ça peut être quelque chose qui va être différent pour lui dans sa manière de gérer les 3 semaines. Bon, après, il faudra voir évidemment si Pogacar sera au départ de ce Tour de France. Hein, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour savoir les programmes des différents coureurs, des différents leaders, s'ils seront présents au départ du Tour de France. Bon, en tout cas, on peut supposer qu'on peut avoir de nouveau Vingegaard et Pogacar au départ. Rien de sûr, évidemment. D'autant plus qu'on a en effet la course en ligne des JO qui sera une semaine après l'arrivée de ce Tour de France. Ah oui, là, pour le coup, si on a ni Vingegaard ni Pogacar au début, Ah bah ça peut être beaucoup plus ouvert. Ça pourrait changer pas mal de choses. Mais bon, c'est peut-être le scénario improbable de la saison. Pour finir sur la montagne, un petit mot sur les étapes de moyenne montagne. Alors vous avez évoqué notamment les étapes du Lioran, de Super Dévoluy. Quel rôle elles peuvent jouer dans la lutte pour le classement général? Alors, pour le classement général, je suis pas sûr qu'elles joueront un rôle. Mais j'avais dit, elle est peut-être celle de Super Dévoluy et encore. Alors, pour moi, en tout cas, j'y vois des opportunités pour les baroudeurs, des grimpeurs qui seront trop longs au classement général pour gagner des victoires d'étape. Donc, voilà, ces étapes-là, pour moi, leur correspondent bien. Je ne vois pas, a priori, en tout cas, le Lioran, je ne vois pas d'écart au classement général. Super Dévoluy, je suis pas sûr, mais ça va dépendre quand même on va dire qu'on n'est pas à l'abri d'une mauvaise défaillance, ça c'est vrai, mais j'y crois pas trop, donc Il peut pas y avoir beaucoup. une petite tentative, notamment sur Super Dévolu, avec le final qui fait un peu tremplin, avec le col du Noyer assez difficile, puis la petite montée vers Super Dévolu qui est un peu moins pentue. Celle de Super Dévoluy s'y prête. Honnêtement, voilà, l'enchaînement des dernières difficultés de cette étape-là peut permettre de lancer une bagarre, mais je n'y crois pas trop. J'y crois pas trop. De toute façon, ça va dépendre du scénario de course et du classement général au matin de l'étape, comme on le dit très, très bien. Mais non, je n'y crois pas trop et surtout qu'il y aura le gros week-end qui va arriver ensuite pour conclure le Tour de France. Donc, non, personnellement, pas pour Super Dévoluy, pas pour le Lioran. Après, voilà, ça sera des opportunités pour les baroudeurs. Geoffrey, est-ce que tu penses que toi aussi les étapes de moyenne montagne seraient plutôt destinées aux baroudeurs qu'aux leaders du général? le Lioran, pour moi, c'est clairement pour les baroudeurs. Si ça influe sur le classement général, c'est que malheureusement, il y en a un qui s'est fait la clavicule dans la descente du col de Pertus. Euh, L'étape de Super Dévoluy, j'y vois un peu plus des coureurs essayer de se tester un peu. Le Noyer a un peu de pente qui peut permettre d'y aller et d'y aller un puncher. C'est pas ça qui va renverser le classement général, mais il y a de quoi faire dans le final où il peut se passer des choses. Même si, quitte à avoir des coureurs du classement général qui foutent le bordel et qui attaquent dans tous les sens comme des débiles, comme on commence à en prendre l'habitude depuis quelques années, en vrai, l'étape de Barcelonnette, s'il n'y a pas d'échappée au bout d'1 heure et demie, je serais pas surpris de voir un mec comme Pogacar en mettre une au bout d'un moment dans un petit col au tiers de l'étape. Ah, il y a moyen que ça le démange un peu, ouais. Il y a moyen, surtout qu'il y aura quelques petits reliefs sur ce parcours. Donc ça pourrait donner quelque chose de plutôt intéressant. Surtout que les étapes ensuite du week-end sont a priori beaucoup plus à l'avantage de Vingegaard. Je vous propose à présent de passer sur l'autre point important par rapport à la lutte pour le classement général, c'est les contre-la-montre. Déjà, on a un point qui est important, ou pas, hein, vous allez me dire si c'est plus anecdotique plus anecdotique qu'autre chose, c'est le fait de finir par un contre-la-montre. On finit pas par une étape pour sprinter, on finira cette fois par un contre-la-montre entre Monaco et Nice, un chrono qui sera quand même assez difficile, avec l'école de la Turbie et d'Aise. C'est la première fois depuis 1989 que le Tour de France se finira par un contre-la-montre. Bon, on espère qu'on n'aura pas un scénario aussi cruel côté français. J'avais justement posé la question à Thierry Gouvenou par rapport à ce choix de placer un contre-la-montre le dernier jour. Écoutez ce qu'il nous a répondu. Oui, alors c'est clair qu'en ayant l'occasion de remettre un contre-la-montre le dernier jour, c'est l'espoir d'avoir un final au couteau. Après, voilà, c'est long, hein, 3 semaines de course, le Tour de France, ça se joue pas souvent à quelques secondes, mais on espère que voilà, ce contre-la-montre entre Monaco et Nice sera déterminant. Alors justement, Louis, Geoffrey, est-ce que vous pensez que ce chrono final entre Monaco et Nice, de par son placement, son parcours, il peut vraiment être déterminant pour la course? Le général peut basculer, se jouer vraiment tout ici? Oui. Enfin, Non. c'est une possibilité en tout cas.
Ça va dépendre de ce qu'on aura vu avant. Et mine de rien, il restera forcément dans la tête des coureurs. On sait que certains sont plus spécialistes du contre-la-montre que d'autres. Après, c'est quand même un profil particulier, très typé montagne. Et au final, est-ce que on pourrait pas se dire ah bah de toute façon c'est un contre-la-montre pour costaud, pour grimpeur, ça va jouer à celui qui est le plus fort et pas à celui qui est le plus spécialiste du contre-la-montre. Maintenant, dans l'histoire du Tour de France, on a quand même eu très souvent des derniers contre-la-montre, que ce soit en dernière étape ou avant celle des Champs-Élysées, des scénarios où le classement se renverse. On l'a eu là le plus récemment en 2020 avec Pogacar qui domine donc Roglic sur la planche des belles filles. On nous a ressorti l'exemple typique de 89, même si c'était pas sur un chrono montagneux, mais c'est un exemple qui reste dans les mémoires de tous ceux qui l'ont vécu. Ça pourra jouer maintenant, ça dépendra de tout ce qu'on a eu avant, et mine de rien, est-ce que ça va pas rester dans la tête des coureurs? Mais je serais curieux d'avoir l'avis de Geoffrey, qui semblait plutôt être opposé au mien. Bah, vraiment opposé parce que tu as commencé par un oui et petit à petit tu as avancé vers un non. Moi, je vais peut-être avoir un raisonnement qui va être dans l'autre sens. Parce que dans le premier temps, est-ce que ça va être primordial sur la course? Bah, pour les coureurs, oui, forcément, mais est-ce que ça va chambouler la course? Je ne pense pas. Ce qui illustre bien ça, c'est les images que KSO a montrées, là où on a vu les étapes de 5, 6 Tours de France différents, et c'est étalé sur 75 ans, ce qui montre bien à quel point c'est pas quelque chose qui arrive le plus souvent que le chrono, qu'il soit le dernier jour ou à la veille de l'arrivée, change quelque chose, hein, parce que qu'on a un contre-la-montre le vendredi ou le samedi avant 2 étapes de sprinter et l'arrivée sur les Champs-Élysées, sportivement pour le classement général, c'est la même chose que si on a un chrono le dernier jour. Maintenant, voilà, ce qui pourra gérer, c'est est-ce qu'il y a moins de 30 secondes entre les deux premiers et avec un coureur présumé meilleur rouleur que l'autre en deuxième position? Parce que bon, s'il y a 30 secondes d'écart et que c'est le meilleur rouleur qui est devant, c'est pas gênant pour lui. Maintenant, quelque chose qui pourra jouer aussi, c'est la descente, parce que même si la course est potentiellement jouée, à quel point les coureurs vont prendre le risque dans la descente finale vers Nice? Après la descente, c'est la descente du Col d'Est qu'on a traditionnellement sur la dernière étape de Paris-Nice, non? C'est ça. C'est les descentes habituelles. Enfin, habituelles, sachant selon comment on passe le col d'Ez, on a 2 descentes potentielles. Mhm. Les deux sont pas très dangereuses, mais les deux ont quand même des virages qui peuvent être un peu piégeux. Là, Ah, mais ils vont les descendre sur c'est des surtout vélos sur une route différents. assez large quand même. Ouais, mais où t'as plein de terre-pleins qui sont dans tous les sens, en plein C'est milieu, vrai, t'as des c'est vrai. virages qui sont qui peuvent être un peu plus particuliers, et surtout, enfin, ils vont les faire a priori sur des vélos de chrono qui ont pas la même maniabilité que les vélos que les coureurs embarquent sur la première étape de Paris-Nice, avec une tension particulière qui pourra être présente. Il y a peu de chances qu'un coureur parte à la faute et que ce soit dramatique, mais juste cette petite possibilité pourrait trotter dans la tête de quelques-uns. Et Mm. c'est ce truc-là qui pourrait jouer. La descente n'est pas suffisamment longue pour qu'il y ait des écarts monumentaux qui s'y fassent, mais un coureur qui est très tendu et qui descend très mal ou qui part à la faute pourrait avoir du mal à se relancer. Pourquoi tu penses à Primoz Roglic? Non, petite boutade. Petite balle perdue, mais bon, hein, Primoz Roglic, maintenant ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, et puis peut-être qu'en vélo de chrono, ça se passe très bien. Enfin, Voilà. mais on sait qu'il a déjà lâché un Paris-Nice comme ça dans une descente dans la RPI niçois, quoi. Mais ça n'arrivait pas à Nice, donc peut-être que là, ça sera Ah bon. bah. Mais en vrai, je ciblais aucun coureur parce que la possibilité de tout perdre, enfin, qu'il y ait une réelle probabilité de Ça tout peut arriver à perdre sur n'importe le Tour de qui. France à 10 minutes de la fin du tour, c'est un truc qu'aucun coureur de cette génération ni des précédentes n'a vécu. Ouais. Ouais. Après, même, on a vu sur le chrono final de 2021, Vingegaard, dans la dernière descente, il est à deux doigts de Ah, il tremblait un peu. il est à deux doigts de se manger le mur parce qu'il voulait tellement gagner l'étape. Après ce virage, il se dit, oula, peut-être éviter de chuter, moi je vais laisser la victoire. Bah, là, de toute façon, ils vont pas nécessairement être dans le même cas parce qu'il y a la descente qui est abordée et ensuite il y a une longue portion de plat avec l'aller-retour sur la promenade des Anglais. Il sera toujours en mesure de réfléchir à est-ce qu'il veut gagner l'étape ou pas. Et vu les montées qu'il y a avant, et si on parle de Vingegaard sur un contre-la-montre sur le tour avec une montée avant une portion finale un peu différente,
il aurait de quoi être confiant peut-être sur le résultat de l'étape avant même d'aborder la descente. Oui, non, mais c'était pour dire que le fait de parfois peut-être être un peu à la limite, ça n'arrive pas qu'à Primoz Roglic, ça peut arriver à beaucoup de coureurs sur un contre-la-montre avec les vélos particuliers qui sont moins maniables. Forcément, dans une descente, ça peut jouer évidemment. Après, par rapport à l'ensemble des chronos de ce Tour de France, on en a deux, donc on a aussi le chrono de la 7ème étape, ce qui fera au total 59 km, je crois, de contre-la-montre sur ce Tour de France. Ça fait un bon dosage pour vous? Pas Oui. pour 2 étapes comme ça. Alors, j'ai Louis qui me dit du oui, c'est ça? Moi, Du mouais, et Geoffrey qui ouais, est... bon, allez, du coup, je laisserai Geoffrey. Donc c'est du mouais pour vous deux, là, j'ai l'impression. Ah, moi, c'est un non, clair. D'accord. Avec 2 étapes, non, ça me va pas du tout. Ça aurait été un bon kilométrage total si on avait un chrono inaugural d'une dizaine de kilomètres et le deuxième qui était plus long. Si tu me dis entre 55 et 60 bornes de chrono sur un Tour de France, j'adorerais tellement que ce soit sur une seule étape. Typiquement ce qui avait été proposé en 2014 où il y avait un seul chrono, mais voilà quoi. Fais ton chrono d'une heure d'effort tout seul. Et là, bah forcément, ça aurait nécessité des étapes différentes. Et là, il y a toujours la volonté d'avoir l'étape de montagne à la veille de l'arrivée. Là, ils n'allaient pas s'en priver et avoir une étape, avoir un chrono ensuite de 45 bornes dans l'arrière-pays niçois, ça aurait complètement bloqué les étapes précédentes. Mais C'est-à-dire que ça aurait valu d'avoir le chrono entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, qui soit un peu plus long, peut-être? là, c'est difficile à réadapter parce que si tu bouges un truc dans ce tour, t'es obligé de tout régler dans tous les sens. Mhm. En vrai, ils auraient fait la promenade des Anglais en mode Champs-Élysées où c'est bon, allez, on fait des allers-retours sur le boulevard pendant 2h30, ça m'aurait pas dérangé. Et si à côté de ça, ils avaient mis, surtout dans ce coin-là, quoi, entre Nuit-Saint-Georges et Gevrey-Chambertin, aller tournicoter, sortir un peu plus de la vallée, un peu plus à l'ouest, là, au niveau de l'arrière-pays derrière les vignes, où ça tournicote dans tous les sens, où on a vraiment, enfin, il y avait de quoi faire un vrai chrono très difficile, où en 45-50 km, les coureurs faisaient vraiment plus d'une heure. Mais bon, je préfère avoir un chrono de 60 bornes que deux chronos de 30 bornes. Ok. Mais après, c'est une question de goût, hein, ça reste un choix personnel. Louis, du coup, toi, tu étais sur un mouais, pas bien convaincu, j'ai l'impression. Non, en fait, c'est juste que j'avais pas d'avis vraiment tranché et pour le coup, Geoffrey m'a plutôt convaincu. Donc, j'ai bien fait de lui laisser la parole et donc son idée me plaît, voilà, de pas faire deux chronos là de 20 et 30 bornes et de le répartir même que sur un seul chrono. Enfin, ouais, non, je trouvais que et l'exemple de 2014 était le bon à prendre. On va faire un petit mot sur l'étape de 3, les chemins blancs. C'est là aussi une des nouveautés du parcours de ce Tour de France. On l'avait évoqué un petit peu plus tôt. Qu'est-ce que ça peut donner à votre avis? Bon, sachant qu'on a 14 chemins blancs qui sont au programme, on a une trentaine de kilomètres, on a deux secteurs qui étaient déjà présents sur l'étape de chemin blanc du Tour de France Femmes en 2022. Et il n'y a pas dans ceux qui sont repris celui qui avait posé de gros problèmes avec beaucoup des gros morceaux de caillasse et des crevaisons dans tous les sens. On reprend les deux premiers de cette étape-là qui étaient de meilleure qualité, on va dire. Et on les prend complètement au milieu de journée. Bon, c'est pas plus mal déjà, si on évite ceux qui étaient vraiment en trop mauvais état. Du coup, Geoffrey, plutôt attiré par cette étape, ça peut donner quelque chose d'intéressant? Je suis naturellement attiré par toute proposition de quelque chose qui n'a pas encore été fait, qui peut amener à perturber les habitudes des coureurs. Un truc comme ça n'a jamais été fait sur le Tour, je prends. J'avais posé également la question de ce que ça peut donner cette étape à Thierry Gouvenou. Voilà ce qu'il nous a dit. Les coureurs de classique vont se régaler sur ce type de terrain. Les coureurs du classement général vont peut-être être un petit peu stressés, mais ils ne devraient pas être mis trop en danger par ce genre de parcours. Ils devraient être encadrés par une bonne équipe et ça devrait être bon. Louis, est-ce que tu penses qu'il y a moyen que ça crée des écarts entre coureurs du classement général, ou comme Thierry Gouvenou, que ça va mettre un peu de stress, mais ça créera pas grand-chose au niveau du général?
Alors, le sujet des chemins blancs, c'est un peu clivant, je pense, dans ce cyclisme actuel. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Et en fait, dans tous les cas, ça va amener de l'attention, ça c'est sûr. Maintenant, après, à la régulière, je pense que ça va pas forcément créer des écarts comme ça peut l'être pour les secteurs pavés, où c'est vraiment très très particulier de rouler sur des secteurs pavés. Maintenant, il y a le risque crevaison qui existe, qui est réellement le cas. On le voit à chaque fois sur Paris-Tour, tu as des coureurs qui perdent Paris-Tour parce qu'ils crèvent. Alors parfois, ils arrivent à revenir dans le bon coup, mais ce qui fait que, ils perdent du temps, ils perdent de l'énergie, donc ils n'arrivent pas à gagner. Je pense pas qu'il y aura des énormes écarts. Par contre, tu peux perdre 30 secondes, tu peux perdre 1 minute, 2 minutes à cause d'une crevaison au mauvais moment, parce que t'as trois crevaisons en 10 km. Ça peut arriver, mais c'est un risque que tout le monde sait. Et je peux comprendre que ça soit clivant, que certains n'aiment pas l'idée. Maintenant, je me dis que ça mérite d'être testé sur le tour, alors on verra si ça plaît, si ça plaît pas, si ça joue, si ça impacte vraiment le classement général avec de gros impacts. On verra. Moi, j'ai plutôt envie de voir ce que ça peut faire. Je suis pas opposé à. Et puis maintenant, l'étape m'intéresse plutôt dans la façon où elle est construite. Je pense qu'on va pouvoir avoir une étape animée, du divertissement, des belles images, et puis peut-être un scénario de course qu'on n'avait pas imaginé. Là, on a vu par exemple sur le dernier Paris Tour, alors c'est un autre contexte, mais l'échappée allait se jouer la gagne. On a vu par exemple sur l'étape des pavés l'année dernière que l'échappée a pu aller au bout. Je me dis que peut-être que sur cette étape-là, on pourra avoir un autre scénario de course un peu surprenant. Et après, concernant le classement général, voilà, on verra, mais tout peut se passer sur ce genre d'étape. Oui, ça peut donner toutes les surprises. Ouais, Geoffrey? Et je rajouterais un grand bravo à Christian Prudhomme et Thierry Louvenot pour proposer cette étape, parce qu'ils y vont pas à moitié dans leur test. Ça, c'est sûr. C'est pas on met 3 secteurs de pierre qui font 5 bords en cumulé, on va voir ce qui se passe. Non, ça y va à fond. C'est sûr que c'est pas les Strade Bianche qu'il y aura sur le Giro l'an prochain. Ils avaient cette idée et ils assument complètement cette idée. Et voilà, quoi. Avec en plus, de toute façon, à la veille d'une journée de repos, donc les coureurs qui souffriraient mécaniquement et des efforts faits auraient de toute façon une journée pour récupérer avant de repartir. Donc, Ça fera partie des étapes importantes à suivre, quoi. Bon voilà, on va pas non plus pouvoir passer en revue tous les détails de ce parcours du Tour de France, hein. On n'oubliera pas non plus les sprinters, qui auront peut-être, en fonction du détail précis des étapes, entre 8 et 9 sprints maximum à se disputer. 7 maximum. Ah, je te dis déjà, moi, 7 maximum. 7 maximum pour toi, Geoffrey, parce que j'avais entendu Vincent Lavenu dire qu'il y avait 9 sprints. Donc on verra qui est le plus proche de la réalité. Geoffrey un peu pessimiste, Vincent Lavenu peut-être un peu optimiste. On verra tout ça en juillet prochain. Je vous propose pour finir de passer au parcours du Tour de France Femmes. Parcours qui repasse pour le coup à 7 étapes, vu que ça sera du lundi au dimanche. Le parcours s'élancera de Rotterdam au lendemain de la fin des Jeux Olympiques de Paris. On aura donc 7 étapes, enfin même 8 étapes, puisqu'on aura 2 demi-étapes le mardi avec un contre-la-montre de 6 km 300 l'après-midi, et jusqu'à une arrivée finale à l'Alpe d'Huez. Globalement, comment vous trouvez ce parcours du Tour de France Femmes? Alors, clivant, pareil, c'est le terme. Je comprends la déception de beaucoup de voir seulement 3 étapes 100% françaises sur 8 alors qu'on parle du Tour de France. C'est c'est un vrai constat et c'est pas à refouler parce que oui, des fois, les avis sont exagérés sur le Tour de France homme quand on dit ah, ça y est, il part d'Italie, c'est pas le Tour de France. Là, et franchement, même si à chaque fois j'essaye de tempérer ce genre de propos, là, pour le coup, on sait que c'est une histoire un peu politique et de financier. C'est De sûr, on le sécurité sait. aussi, c'est aussi par rapport à la Oui, question oui, de par rapport aux JO. Oui, Oui, voilà. oui, non, mais bien sûr. Maintenant, c'est vrai, on peut être déçu parce que voilà, on sait que c'est le Tour de France et quand les 70% de la course sont allés dans un autre pays que la France, bon, bah voilà, c'est pas forcément le plus adapté. Maintenant, si on se consacre uniquement sur l'aspect sportif, moi, j'y retrouve mon compte parce que on a tout. On a des, un départ aux Pays-Bas qui promet du spectacle si le vent s'en mêle. On a la spécificité du petit chrono avec l'étape de l'après-midi.
On a des étapes assez vallonnées où c'est assez ouvert entre soit les plus costauds ou soit des échappées. Et puis on a ce final à l'Alpe d'Huez, un lieu mythique du cyclisme masculin pour le coup, mais qui mérite quand même, c'est bien pour les filles d'aller s'y confronter au Tour de France. On a eu le Tourmalet dernière, là on a l'Alpe d'Huez. Voilà, donc c'est super sympa. Et puis bah évidemment, mon petit coup de cœur perso, c'est le départ à Miremont. C'est ma ville de naissance, donc je suis pas objectif, mais je Forcément, le sais que parcours est bien, je quoi. manquerai pas. Non, oui, mais voilà, mais je sais que je manquerai pas ce rendez-vous. Bien évidemment. Alors, par rapport aux sportifs purement, j'ai pu poser la question à Jade Viel, l'ancienne championne de France de l'équipe FDJ Suez. Je vous fais écouter ce qu'elle nous a raconté par rapport à sa vision du parcours. Je pense que c'est un parcours complet, on en aura encore pour tout le monde avec une partie plutôt, on va dire ça va monter crescendo, donc avec une belle arrivée à l'Alpe d'Huez qui devrait réunir pas mal de monde et faire un bon engouement pour cette course. Plutôt un début de tour, on va dire accidenté, même si c'est des étapes qui sont plates, on sait que ça va être des étapes du coup en ville, donc avec les nouveaux aménagements urbains, on peut aussi perdre le tour à ce moment-là, donc il faudra être bien concentré. Après, on a comme un mini Liège-Bastogne-Liège, donc ça va être quand même quelque chose de cool, je pense. Notamment pour moi, j'aime bien. Et puis après, plutôt un final vraiment en apothéose avec 3 journées vraiment spécialistes pour les spécialistes de la montagne, donc ce sera intéressant, surtout pour nous, pour l'équipe. On a de quoi faire de belles choses et on espère cette année pouvoir décrocher au moins un podium. Ouais. Geoffrey, est-ce que tu es d'accord avec Jade Viel? Et j'ai l'impression que Louis disait un petit peu la même chose sur le fait que c'est un parcours complet où un peu tous les différents types de coureurs, les différents types de coureuses pourront s'exprimer. Complètement, et même un peu plus complet que l'année dernière, où on avait beaucoup d'étapes qui se ressemblaient un peu. On a aussi un tracé qui fait très première semaine de Tour masculin, où on démarre, quand ça démarre les Pays-Bas, on commence avec du terrain plat, puis on va chercher quelques côtes, et puis on a un crescendo petit à petit, avec ensuite de la moyenne montagne, puis de la haute montagne qui arrive. Il y a certes le nombre massif d'étapes à l'étranger qui est clairement à décrier. Maintenant, Rotterdam, La Haye, Dordrecht, il y avait cette volonté d'organiser un grand départ du Tour Homme. Si ça se faisait, vu comment ça aurait été un enchaînement énorme de grands départs à l'étranger. Je pense que les équipes d'Amaury Sport Organisation ont profité du fait que là, ce serait plus pratique si le grand départ était à l'étranger pour le Tour Femmes et de caler ça aux Pays-Bas, ça allait bien. Maintenant, quand tu as 3 villes qui cofinancent l'événement, forcément, tu cumules ça sur plusieurs étapes. Ensuite, oui, entre les Pays-Bas et la France, faut passer par la Belgique. Et quand tu fais 2 journées aux Pays-Bas, que la troisième, tu passes par la Belgique et que tu te retrouves à rentrer en France que le jeudi quand ta course doit se terminer le dimanche, forcément, ça fait pas beaucoup d'étapes. Maintenant, c'était une année où, avec les JO, il y avait des contraintes logistiques fortes sur la mobilisation de moyens humains pour que ce soit en France. C'était pas encore l'année pour que le Tour de France passe à quelques jours de plus. Parce qu'il y a d'autres contraintes d'organisation du calendrier, parce qu'on aurait pu imaginer un départ, je sais pas moi, le jeudi 15 août, et puis ensuite on avait une semaine entière en France. Ça viendra peut-être pour 2025, voilà. Peut-être. Comment dire, ce qui sera intéressant de tester sera voir quelle est la viabilité médiatique d'un Tour de France femmes déconnecté du Tour homme, puisqu'on aura 3 semaines entre les deux, et les JO. Après, sur quelques petits détails, les demi-étapes, c'est clairement un moyen. Je vois plus ça comme un cache-misère qui vient afficher toujours un total de 8 étapes alors qu'on passe à 7 jours. Le règlement UCI a été complètement balancé par la fenêtre avec 4 étapes, les 4 dernières étapes qui font toutes plus de 150 km, on monte jusqu'à 167 km. On a de la demi-étape en World Tour, tout ça est bien sûr complètement interdit par le règlement. Mais c'est pas grave, c'est le Tour de France. C'est pas grave, c'est le Tour de France, on fait ce qu'on veut. Sur le tracé, après, jour le jour, le départ des Pays-Bas est sympa. Le chrono peut sembler court, 6 km de chrono sur l'ensemble du tour, mais placé à cet endroit-là, ça aurait été contre-productif, je trouve, de l'avoir plus long. Bon, l'étape de Liège, elle fait le job. Les étapes de transition font très bien le job. On peut se dire que le Grand Bornand, c'est quand même pas terrible comme montée finale, mais enfin, d'un autre côté, il faut descendre très vite vers les Alpes et on n'a plus spécialement le temps et on sait quand même une étape qui va être très longue, donc ça va être une course de côte d'usure, ce qui est pas nécessairement trop gênant d'avoir ça comme course de côte.
Et puis derrière, quoi, l'enchaînement Glandon-Alpe d'Huez, ça va faire très mal, quoi. Ouais, justement, là où va se jouer le parcours, assez largement, ça va être cette dernière étape de l'Alpe d'Huez qui passera par le col du Glandon auparavant. C'est ça, je pense que peut-être que la favorite sera déjà en jaune avant cette étape-là, par rapport au petit condensé qu'il y aura avant. Mais ouais, ce final-là, clairement, la meilleure grimpeuse du lot aura de quoi faire de gros dégâts dans cette étape-là et aller chercher la victoire sans trop de problèmes. Louis, cette étape de l'Alpe d'Huez, sportivement, elle te plaît aussi par rapport à l'ensemble du parcours? Oui, bah ça fait une belle conclusion de cette semaine du Tour de France Femmes. C'est le juge de paix. Forcément, les favorites l'auront dans un coin de la tête dès le départ des Pays-Bas. Mais cependant, je sous-estimerai pas, par exemple, l'étape qui arrive à Morteau. Alors, pas pour son départ de Remiremont, hein, d'un point de vue sportif, c'est pas là que ça va se passer, mais les routes du 12 sont franchement pas si faciles que ça et tu peux avoir de belles bagarres dès ce moment-là. Alors, peut-être que l'étape, elle se jouera dans l'échappée, mais que les favorites s'en donneront quand même à cœur joie derrière. Mais attention, la bataille va être enclenchée assez tôt mais c'est vrai que le juge de passe, ça reste l'Alpe d'Huez. Et puis bah, le final du Grand Bornand est quand même assez compliqué. Donc il y aura déjà des écarts la veille. Mais voilà, vraiment, si tu veux gagner le Tour de France Femmes, bah, faudra être présente sur l'Alpe d'Huez, ça c'est clair. Et puis aussi, justement, par rapport à cette étape de l'Alpe d'Huez, arrivée à l'Alpe d'Huez, alors, il y avait déjà eu le Tour cycliste féminin en 1992 et 1993 qui avait fini à l'Alpe d'Huez. C'était le concurrent du Tour de France femmes d'ASO de l'époque. Bref, c'était un peu compliqué, mais il y a déjà eu, il faut remonter quand même à 30 ans en arrière. Et justement, Jadviel, que j'avais pu interroger après la présentation du parcours, ça lui plaît beaucoup d'arriver à l'Alpe d'Huez. Écoutez. Ben là, on touche les arrivées mythiques, donc c'est sûr que c'est quelque chose de grandiose. Quand on voit aussi les gars comment ça se passe avec tous ces lacets, c'est un col que j'ai pas encore fait et j'espère pouvoir y participer pour le réaliser. Ouais. Le fait d'aller chercher ces symboles un peu pour le Tour de France Femmes, de la même manière qu'il y a l'étape de Liège qui reprend la fin de parcours de Liège-Bastogne-Liège, arriver à l'Alpe d'Huez, qui est une arrivée mythique, c'est très important pour le Tour de France Femmes et ce que ça représente aussi. Après, il y a deux façons de voir les choses. On peut se dire ça oui, mais d'un autre côté, on pourrait se dire bah ok, le Tour de France masculin a ses sabots, a ses lieux mythiques. Pourquoi n'en pas en créer d'autres spécifiquement au Tour de France féminin? Les deux s'entendent en fait. Tu vois, par exemple, l'exemple de Liège, enfin de l'arrivée à Liège, on pourrait se dire peut-être que dans le coin, il y a d'autres petites côtes aussi sympas que la Redoute, que la Roche-au-Faucon, et pourquoi on va pas aller les chercher? J'en sais rien, je connais pas assez bien le territoire belge pour le dire, et pareil dans les Alpes, il y a peut-être d'autres ascensions qui pourraient devenir mythiques pour le cyclisme féminin, plutôt que de reprendre ce qui était fait pour l'exemple. Moi, perso, ça me dérange pas et je vois pas le problème, mais voilà, peut-être il y a moyen d'aller chercher d'autres cols que ceux-là. Geoffrey, qu'est-ce que tu en dis sur la dimension symbolique du fait de finir ce Tour de France à l'Alpe d'Huez? Je pense que ce final à l'Alpe d'Huez, il est là plus pour des raisons commerciales qu'autre chose. Pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais vraiment pour dire, ça va faire vendeur. Tu finis le Tour de France à l'Alpe d'Huez, ça fait vendeur. Avant que l'annonce soit faite de Nice, quand on avait qu'on savait juste que le Tour de France 2024 ne se terminerait pas à Paris, on a proposé sur notre forum plusieurs parcours alternatifs, plusieurs lieux d'arrivée alternatifs. C'est un des premiers que j'ai proposé, moi, de mettre une arrivée finale à l'Alpe d'Huez pour avoir un lieu final qui claque, quoi. Parce que tu dis que tu finis le Tour de France à l'Alpe d'Huez. Ouais, c'est pas rien, c'est un Rien, symbole qui est connu, rien, quoi. rien que ça envoie. Et, et parce que comment dire, l'Alpe d'Huez, c'est un symbole du Tour de France. C'est un symbole de ça. Et donc, ça, c'est beaucoup plus parlant même que la planche des Delphi, que le Tourmalet ou le Galibier ou autre. L'Alpe d'Huez est vraiment énormément associé au Tour de France dans l'inconscient collectif. Pour l'étape de Liège, en revanche, là, je suis pas spécialement gêné par l'arrivée à Liège, mais quand quand je commençais à voir la carte qui s'affichait petit à petit, j'étais content de voir la Redoute fort. Je me dis, tiens, ça prend des côtes, ça va chercher des trucs, l'ordre est pas nécessairement le même que sur Liège.
Et sans avoir quoi que ce soit de particulier contre cette côte-là, mon réflexe, ça a été de me dire « Oh non, ils prennent la Rochefoucauld » quand ça y arrivait. Et j'espérais vraiment que ça propose quelque chose de différent pour arriver vers Liège. Bon. Peut-être pour plus tard. Peut-être pour plus tard, mais en soi, l'étape est pas dégueu. Le départ en circuit qui reprend la boucle globalement finale de l'Amstel féminine avec Bemlerberg, Koberg, Gemmelberg, ça va chercher des trucs où ça pourrait être très intéressant dans le début d'étape. Ils auraient peut-être pu densifier un petit peu plus le centre, mais enfin bon, quand on voit la longueur des 4 dernières étapes, je comprends qu'il n'est pas fait. En soi, ce parcours-là est quand même bien plaisant. Forcément, la dernière étape va catalyser toutes les attentions, mais tu peux mettre ce que tu veux avant. Tu finis ton Tour de France à l'Alpe d'Huez, forcément, tout le monde va être intéressé par cette étape-là en particulier. Mais donc, il faut pas résumer forcément ce Tour de France femmes que à l'Alpe d'Huez. T'insistes bien sur le fait que y a de nombreuses belles étapes au parcours intéressant qu'il y aura auparavant. En tout cas, ça devrait donner à nouveau une belle course. En tout cas, donc, surtout qu'en plus, l'étape de l'Alpe d'Huez, côté masculin, on a tellement eu d'étapes de montagne où tu commences par 70 bornes de plat avant d'attaquer l'école. Là, c'est pas le versant le plus difficile du Tamier, le Marais, c'est pas le col le plus difficile, mais tu pars pas sur du plat. Ouais, voilà, on part pas du tout sur du plat. C'est à noter. Ouais. Et en sachant que sur le cyclisme féminin, le peloton explose très rapidement dans les difficultés, je trouve. Donc au final, tu auras quand même une sélection tout de suite, quoi. Même si c'est pas le versant le plus dur. Quand je vois les étapes qu'il y a, j'espère tellement qu'ils diffuseront plus d'étapes en intégralité. Autant celle du jeudi, du vendredi, ça peut se comprendre que ce soit pas le cas, mais si on voit pas le départ en circuit autour de Valkenburg, c'est presque un crime contre le cyclisme, tellement ça peut être un beau bordel magnifique sur ces routes-là. Puis l'avantage, c'est que c'est l'étape sur un jour complet qui sera la plus courte, donc ça prendra un peu moins de temps d'antenne. Plus facile à faire rentrer. Bon voilà, en tout cas, sur ce qu'on pouvait dire sur ce parcours du Tour de France Femmes, voilà, on aurait encore plein de choses à dire, et bien évidemment, il y a plein de détails qui seront faits encore plus que nous, qu'on a qu'une heure, entre guillemets. Vous avez plein de détails, plein de débats très intéressants, et des recherches pour essayer de compléter le parcours, un petit peu par rapport aux informations qu'on a, sur le forum du groupe Eto. On vous mettra le lien, bien évidemment. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à venir échanger, partager, donner votre avis. Toujours intéressant de confronter parfois un peu des visions, des vues. En tout cas, voilà, donc c'est le parcours du Tour de France hommes, Tour de France femmes, qui vous ont plu, plutôt, de ce que j'en comprends, Louis et Geoffrey. Voilà, donc, ce qui conclut ce podcast dédié à ces parcours. Merci beaucoup, Louis et Geoffrey, d'avoir été en ma compagnie pour faire ce podcast, pour apporter votre analyse, votre vision de ces parcours. Pour le prochain podcast Chasse-Patate, qui sera le dernier de l'année, oui, bien oui, on arrive sur la fin de l'année, hein, la saison sur route est terminée. On se retrouvera d'ici une dizaine de jours, à peu près, hein, vers début novembre, pour faire, à l'occasion de ce dernier podcast de l'année, le bilan un peu de la saison. On fera ça en associant avec les votes qu'on fait traditionnellement à chaque mois de novembre sur le forum, pour désigner comme ça tranquillement le meilleur coureur, les meilleurs coureurs, les meilleurs sprinters, meilleurs grimpeurs, hommes et femmes de la saison. On prendra le temps de revenir sur tout ça tranquillement, dans la bonne humeur bien évidemment. Et donc, comme d'habitude, en attendant le prochain podcast, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans la Chasse-Patate.